Alors, bonsoir à tous. Merci aux 34 participants qui viennent de nous rejoindre, en plus des conférenciers. Donc voilà, l'objectif, c'est de conclure ce webinaire en faisant un retour sur chacun des ateliers qui se sont déroulés en parallèle. Donc, le premier atelier sur les plateformes de commercialisation de particulier à particulier. Le deuxième atelier sur les hébergements insolites, le troisième sur les outils mobilisables par les collectivités, et enfin le dernier sur la problématique des centres de vacances. Donc le principe, en fait, c'est de faire un petit retour plutôt sous forme d'un rapport d'étonnement ou de questionnement sur les grands points saillants qui sont ressortis de ces ateliers, à savoir 2, 3 ou 4 points. Entre les présentations, les supports qui ont pu être utilisés et surtout les réactions durant ces ateliers par l'ensemble des participants, donc sous forme de questions-réponses. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder passer la parole à Pascal Perroux qui va être le rapporteur du premier atelier sur les plateformes de location de particulier à particulier. Et ensuite, on enchaînera avec les autres ateliers. Oui, merci Sylvain. Donc, bonjour à tous. Donc, sur ce premier atelier, la problématique qui était posée, c'était d'essayer de comprendre les menaces et les opportunités liées à la mise en place des plateformes de commercialisation et de location touristique entre particuliers. Pour cela, on a eu l'intervention d'une sociologue qui est Madame Johanna Dagord, de Mathieu Rouvière, un élu de la Gironde, et d'Alexandre de Trémolière qui représentait les services de l'État. Donc, on a fait un focus principalement sur les grandes métropoles, Bordeaux et par extension Paris et d'autres grandes villes européennes, où on a bien pu cerner que sur ces territoires, les menaces étaient très importantes, puisqu'on les estime à plus de 80% de parts négatives, à la louche comme ça. Ces menaces, elles reposent bien évidemment sur la gestion du foncier et sur tout ce qui a trait à l'exode des habitants des centres-villes et le fait qu'ils soient repoussés à l'extérieur. Malgré ça, on peut quand même identifier un certain nombre d'opportunités par le biais de ces plateformes, principalement sur des territoires qui sont moins en tension, sur lesquels on retrouve des opportunités de remise en location de lits ou d'accès et de dynamique des populations touristiques vers ces destinations. Voilà. Un point principal qui ressort de ces ateliers qu'on a pu noter, c'est la dimension systémique. Voilà. Et la surprise du fait qu'un outil de mise en relation puisse aussi rapidement, on a évalué à peu près à une douzaine d'années, donc c'est cet outil qui a conduit quand même à l'exclusion d'un grand nombre de catégories de gens de leur logement en les repoussant à l'extérieur des villes. Donc, des gens qui peuvent être en difficulté de par leur statut social ou des gens qui peuvent être étudiants ou saisonniers qui, du coup, on se retrouve en grande précarité. Et puis, le deuxième point de cette dimension systémique, c'est la surprise de voir à quel point ces plateformes peuvent mettre en difficulté les pouvoirs publics pour maîtriser les effets induits de ces locations directes. Trois mots-clés qui ressortent des ateliers qu'on tient, pour finir, à souligner. Un premier qui est cette notion de droit à la ville, cette notion sociologique qui souligne bien le droit que doivent avoir les habitants aux usages et aux biens communs de leur ville et qui, par le biais de ces mises en relation par ces plateformes, peut disparaître. Un deuxième point d'importance, c'est tout ce qui a trait à la régulation. Donc, cette régulation, elle peut être législative, elle peut être fiscale, elle peut être immobilière ou elle peut être sociale. Et on a bien vu qu'à travers tous les services, cette régulation allait devenir essentielle, même si les outils législatifs qui existaient étaient bien présents, mais par le fait que la dimension européenne était pour l'instant insuffisante. Et puis ensuite, une dernière notion sur laquelle on s'est attaché, c'était cette notion de plateforme, non pas collaborative, mais en fait, cette notion de plateforme qui devenait non collaborative,
c'était l'essence de la création. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces plateformes, elles servent principalement les intérêts privés, tout d'abord de la plateforme, et puis ensuite des propriétaires, et enfin des visiteurs. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est justement le fait qu'on s'est éloigné de la dimension collaborative et on s'éloigne peut-être aussi de ces notions d'immersion, de vrai, qu'on a pu souligner au sein des populations touristiques. Voilà en quelques mots ce qu'on a pu retenir de cet atelier numéro 1. Pour l'atelier numéro 2, on travaillait sur les hébergements insolites, comment faire face au vide juridique. Pour ça, sont intervenues 3 personnes, un porteur de projet, un maire et puis les services de l'État. L'idée, ça a été de dire que le point de départ pour que ça se passe bien, c'est une bonne relation de confiance entre le porteur de projet et la collectivité qui accueille le projet. On a notamment parlé de la durée du bail qui est intéressante à mettre sur un temps pas trop court au début pour permettre l'installation pour que le projet puisse devenir rentable pour négocier le bail. L'élu a témoigné en disant que la première fois, de son point de vue, il faut tout inventer. La première fois qu'on se lance dans un projet d'hébergement insolite, il faut se débrouiller, tout inventer. À la réflexion, on s'est dit que les porteurs de projet et les élus n'avaient pas tant à faire à un vide juridique qu'à une complexité juridique. Les outils juridiques existent, simplement, souvent, la difficulté qui est rencontrée, c'est de savoir dans quelle case juridique mettre son projet. Du coup, l'idée, c'est de travailler sur le PLU, qui est à la fois un outil de protection du territoire pour que tout et n'importe quoi ne se fasse pas, mais qui peut aussi être un outil d'incitation pour permettre l'installation de ce type de projet sur le territoire. La complexité juridique nécessite de regarder au cas par cas, territoire par territoire, document d'urbanisme par document d'urbanisme. Un opérateur national, par exemple, ne peut pas avoir la même solution pour le même type d'hébergement sur l'ensemble du territoire. Quelques solutions ont été envisagées, notamment le PLU, que les élus essayent, dans la mesure du possible, d'anticiper leur projet de développement touristique et de le prévoir dans leurs documents d'urbanisme. Peut-être aussi la mise en place de terrains aménagés comme les campings, bien que s'ils sont trop denses, ils ne répondent plus à la demande de la clientèle touristique aujourd'hui qui cherche vraiment l'isolation, l'expérientiel, etc. Du côté porteur de projet, il y avait la difficulté de faire face au temps long administratif, juridique, mais qui, en parallèle, permet de maturer le projet et de l'améliorer. Pour lui, c'est important de bien définir la jauge, la capacité d'accueil de ces hébergements pour bien répondre à la demande de la clientèle, être viable et impacter peu ou moins, en tout cas, le territoire. Et puis, une jolie conclusion aussi d'un État plutôt facilitateur sur les territoires qui vient accompagner les porteurs de projets et les collectivités pour trouver les solutions pour pouvoir mettre en place les projets. Et sur les 3 idées clés, c'est la relation de confiance entre élus et porteurs de projets, le rôle des documents d'urbanisme à la fois comme incitation et comme protection, et puis cet État qui vient guider les élus et les porteurs de projets dans la complexité juridique. Voilà pour l'atelier 2. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut passer à la restitution de l'atelier 3 qui était sur les outils à disposition des collectivités, peut-être une restitution à 2 voix? Tout à fait, merci Sylvain. Donc effectivement, nous avons accueilli 3 intervenants. Le premier était le directeur régional de la Banque des Territoires, en fait, qui nous a parlé d'une expérience, d'une initiative, plus exactement, de création d'une foncière partenariale qui a drainé 11 millions en capitalisation pour accompagner un certain nombre d'opérations à hauteur du triple. L'idée, ce n'était pas forcément d'accompagner les nouveaux projets touristiques, mais le mot-clé, c'est plutôt le mot de soutien. C'est-à-dire qu'en fait, la foncière vient en rachat de murs touristiques existants pour des sites qui auraient des difficultés. Et en fait, l'exploitant est maintenu dans les lieux et en fait, il devient locataire de la foncière. Alors, tout ça est censé quand même s'arrêter au bout de… On n'a pas trop su si ça allait durer longtemps, pas très longtemps, mais on peut envisager quelque chose comme 10 ou 15 ans. Et lorsqu'il y aura retour à meilleure fortune de la personne en place, et ben on lui proposera de racheter ses propres murs. Entre-temps, la foncière aura pu, par exemple, faire des rénovations énergétiques sur les murs.
Le second témoignage portait sur une initiative en Savoie, donc une initiative avec une veille foncière attentive de la commune de Valseny qui a détecté la vente d'un hôtel, l'hôtel Louta, qui ensuite a délégué son droit de préemption à l'EPFL de la Savoie, qui a lui-même donc préempté. Nous avons mis cela ensuite sur la plateforme Investissement Tourisme Savoie pour trouver des candidats, et candidats donc hôteliers qui ont acquis le bien suite à une subvention de la région assez conséquente, 40%, et une rétrocession de la part de l'EPFL à ces candidats hôteliers avec un cahier des charges intégré à la vente avec action en résolution de la vente si ce cahier des charges venait à ne pas être respecté, donc quelque chose d'écrit de manière juridique. Le troisième témoignage portait sur la Guadeloupe, donc l'acquisition par le PFL de Guadeloupe de la maison dite maison coquille à Basse-Terre, donc acquis auprès des particuliers, mais c'est cependant une maison classée monument historique dans un site touristique tout à fait stratégique. Les mots-clés qu'on peut retenir quand même, c'est implication, à la fois des acteurs touristiques, mais aussi des élus sur leur propre projet touristique. Même si ça doit être des projets privés, c'est bien aussi aux élus de s'impliquer. Réactivité, parce que quand il y a une DIA qui passe, il faut réagir. On a 2 mois pour le faire. Transversalité, sur des gens qui se connaissent peu ou pas vraiment. Et puis toujours se mettre au mot de qualité sur les projets touristiques. Donc, sans plus attendre, je veux bien passer la parole aussi à Laurent, qui à la fois a reçu les questions et nous permet peut-être de prendre de la hauteur sur ce qu'on a vu. Oui, ce qui est ressorti des échanges avec les différents participants de l'atelier, c'est qu'en fait, les outils, on pouvait les classer en 2 catégories. D'une part, des outils spécifiques à la problématique touristique. Donc, c'est le cas notamment de la foncière qui a été présentée par M. Jusserand. Donc des outils innovants qui ne sont pas aujourd'hui forcément très connus, qui mériteraient sans doute de l'être davantage et qui pourraient également être adaptés, puisque là, la foncière dont il était question était portée par la région, mais dans les échanges, il est apparu qu'en fonction des projets, ça pouvait aussi bien être une structure de type communauté de communes qui pouvait prendre le sujet en main. On a aussi des outils qui sont très ciblés. Dans l'exemple de la Savoie, on a parlé donc de la convention montagne qui intéresse au premier chef les stations de montagne, du coup. Le concept aussi de surface touristique pondérée qui a été mis en avant dans le SCOT de la Tarentaise. Donc là, des outils qui certes existent et sont efficaces, mais qui concernent un public très restreint. On a également évoqué la période actuelle que nous connaissons et qui rend assez difficile de jauger de l'efficacité de ces outils, notamment la plateforme ITS, donc qui permet de mettre en relation des investisseurs avec des opportunités de projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est un petit peu compliqué et c'est de fait assez difficile de dire si c'est aujourd'hui un outil qui est vraiment adapté et qui permet d'apporter une réelle plus-value. À côté de ces outils spécifiques, on a des outils qui sont beaucoup plus connus, qu'on pourrait qualifier de transversaux, parce qu'ils ne concernent pas uniquement la problématique touristique, mais ils concernent tout le champ de l'urbanisme. Donc, on a parlé de la veille foncière. On s'est rendu compte dans un sondage avec les différents participants qu'une bonne partie des collectivités n'utilisaient pas la veille foncière ou la préemption pour cet enjeu touristique. On peut essayer de trouver des raisons. Par exemple, la veille foncière est à destination des communes, puisque ce sont les communes qui sont destinataires des déclarations d'intention d'aliéner. Sauf que la compétence touristique aujourd'hui est majoritairement exercée par les comités de communes. Donc, est-ce qu'entre les 2 échelons, l'information circule de façon fluide? Et également la préemption. Donc, bon, on sait très bien que la préemption, c'est toujours quelque part un aveu d'échec puisqu'on n'a pas réussi à récupérer l'opération à l'amiable en amont. Et avec également la crainte du contentieux et puis la crainte de relations crispées avec une partie de la population, notamment les acquéreurs ou les propriétaires qui étaient concernés. Voilà, de façon très synthétique, comment on pouvait résumer le contenu de nos interventions et des échanges avec les intervenants. Très bien, merci. Que de richesse dans chaque atelier, je dirais, en l'espace d'1 heure et demie. Et du coup, je propose de passer la parole à Alice ou à Franck, tout dépend de qui souhaitera faire la synthèse du 4e atelier. Donc, on a tiré la courte paille, j'ai perdu. Non, l'atelier 4 portait sur la problématique des centres de vacances. On avait 3 intervenants, 2 gestionnaires, mais qui s'impliquent également à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils font partie de structures qui gèrent ou qui commercialisent plusieurs centres de vacances. Et puis, on avait aussi une intercommunalité qui était représentée, le Haut-Chablais.
Donc, en fait, il est ressorti clairement que les centres de vacances, aujourd'hui, ont un poids prépondérant dans l'économie globale de nombre de territoires. Ils font vivre tout un écosystème de prestataires. Donc, ça va de l'accompagnateur en moyenne montagne au boulanger, en passant par le transporteur. Et ils participent à étaler la fréquentation sur de larges périodes. Voilà, donc c'est un vrai équilibre économique. Ils forment la clientèle touristique de demain. On le répétera jamais assez. Et on peut dire effectivement qu'il existe une spécificité à la française pour les séjours enfants qui ont participé à former plusieurs générations de touristes. Et plus globalement, la culture au départ en vacances risque d'être remise en cause si l'ensemble de ces centres était amené à disparaître. Donc, on est bien sur un vrai modèle économique et un modèle de société. On a vu que l'équilibre économique fragile de ce secteur et les enjeux sociétaux qui sont derrière nécessitent une implication politique forte et un changement de paradigme de la sphère économique à la sphère pédagogique et sociale. C'est-à-dire que ces centres de vacances ne doivent pas être jugés uniquement à l'aune de leur rentabilité économique. Donc, il y a 3 points forts, 3 points d'étonnement ou 3 points voilà, qui méritent d'être soulignés. Je réinsiste sur cette histoire de modèle économique. Il ne faut pas croire qu'il y a un modèle économique autonome pour ces centres de vacances. Aujourd'hui, l'avenir de ce secteur d'activité repose essentiellement sur des choix politiques qui doivent être faits autant par les communes émettrices que réceptrices et surtout de manière conjointe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de faire le lien entre les collectivités des territoires émetteurs et récepteurs. Il y a des solutions pérennes qui peuvent être trouvées pour requalifier les centres, mais cela passe souvent par une implication forte des collectivités et des outils juridiques à leur disposition. Et enfin, dernier grand point important, il y a une tendance qui se fait jour et qui semble porter ses fruits, qui est de mutualiser les savoir-faire pour ne pas laisser les centres isolés face à un marché de plus en plus complexe et mercantile. Aujourd'hui, c'est vrai que les gestionnaires de centres sont amenés à être multitâches et comme pour être élus, c'est de plus en plus compliqué. Donc, les mots-clés qui sont ressortis à travers les différentes interventions, c'est le tourisme social et solidaire. C'est dans cette sphère spécifique qu'évoluent les centres de vacances et donc c'est à l'aune de ces critères propres que doivent être jugées les performances de ces centres. Fédérer, c'est un mot important parce qu'il faut, pour gagner en lisibilité et en efficacité et mieux s'ancrer dans le territoire, pour devenir un acteur incontournable, ces centres de vacances ont besoin de travailler en commun. Et puis, sphère publique, parce que c'est à tous les échelons de la sphère publique que l'avenir des centres de vacances doit être travaillé et soutenu, que ce soit au niveau des politiques économiques, sociales ou foncières. Voilà. Bien, merci Alice pour ce dernier compte-rendu d'atelier. C'est pas forcément du coup évident de faire une synthèse de toutes ces synthèses parce qu'on se rend compte quelque part qu'il y a encore beaucoup d'interrogations finalement autour de ces problématiques entre urbanisme foncier d'une part et tourisme d'autre part. Par contre, à vous écouter dans les différentes synthèses, notamment autour des mots-clés, on se rend compte qu'on est beaucoup dans la connaissance finalement, la forme de pédagogie pour bien comprendre les enjeux des uns et des autres, entre une sphère privée, acteurs et porteurs de projets touristiques, et une sphère publique aussi qui a une compétence de maîtrise, de planification et de régulation. Et finalement, la notion de fédération, ça c'est des éléments qui sont souvent revenus, d'avoir aussi parfois un état facilitateur quand on a des problèmes juridiques en termes de montage. Mais dans tous les cas, voilà, il y a cette espèce de rapprochement entre cette sphère publique et puis ces porteurs de projets, avec peut-être aussi, peut-être pour reprendre
le discours introductif de Nicolas Daillot ce matin par rapport au guide qui avait été fait par Finistère Tourisme, où il se rendait compte qu'il y avait ce besoin de mieux intégrer la dimension touristique dans les documents de planification. C'est notamment ce qui est ressorti dans cet atelier 3, donc par rapport à l'implication des élus et des acteurs touristiques en fait, qui doivent travailler dans un sens commun. Donc, l'action foncière, quelque part, les outils disponibles arrivent une fois qu'on a quelque chose qui commence à être un petit peu mûr. On est dans de l'outil opérationnel, mais à condition aussi qu'on ait bien le bon dimensionnement, la bonne jauge trouvée. Un porteur de projet privé sera attentif à l'équilibre, à la notion d'équilibre, en fait, pour que le business model soit pérenne. Donc, est-ce que mon offre de service rencontrera une clientèle? Est-ce qu'il n'y en a pas trop sur le territoire? Est-ce que je trouverai ce bon équilibre? Et en même temps, tout ça amène en fait des interrogations à l'échelle du développement du territoire qui recevra ces projets. Je peux peut-être laisser la parole à Philippe pour conclure sur ce webinaire qui a duré donc toute la journée. J'en profite du coup pour remercier tous les participants et puis tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions et notamment au niveau des ateliers qui ont été vraiment très très riches. Eh bien, merci Sylvain. Bonjour à tous. Je suis Philippe Pourchet, je suis le directeur de l'EPFL de la Savoie depuis sa création il y a une quinzaine d'années. J'espère que vous avez tous été bien accueillis en Savoie. On était ravis de vous accueillir chez nous. C'est vrai que c'est le premier webinaire que l'on fait dans le cadre du réseau des opérateurs fonciers. Ça n'a pas été simple à penser ni à organiser, puisque c'est vrai que la formule webinaire est très intéressante pour échanger, mais c'est différent d'un présentiel où on peut avoir une intervention directe, et c'est vrai que c'était assez compliqué. Le sujet était assez dense et assez complexe au départ, puisque c'est vrai que le tourisme et le foncier sont des mondes qui avaient l'habitude de travailler chacun de leur côté sans vraiment se rencontrer de toute façon d'une manière prévue. Mais je pense que ne pas avoir l'habitude de travailler ensemble, c'est des choses qui se changent. Et en particulier, en Savoie, on a été amené, puisqu'on n'a pas travaillé sur les stations, ou tout au moins les enjeux touristiques dès le départ. On a été confronté au bout de quelques années au monde touristique. Et il a bien fallu que l'on apprenne. Et là, ça nous a pris un petit peu du temps. Aujourd'hui, nous, en Savoie, on est pleinement impliqués sur des projets touristiques et avec ses conséquences sur le foncier. Je vais vous en donner quelques exemples. Je suis également directeur de l'agence alpine des territoires, qui a un gros pôle tourisme. Et quand j'ai pris la direction de cette agence, j'ai tout de suite dit que pour moi, le tourisme était un ovni. C'était un monde que je ne connaissais pas, qui était pour moi complexe, compliqué, avec un réseau particulier. Et je ne voyais pas forcément l'interaction avec le foncier. Et en fait, on s'est vite rendu compte, parce qu'on nous a demandé d'acquérir un certain nombre de biens dans des zones touristiques pour pérenniser des projets touristiques, qu'on pouvait difficilement traiter le foncier en station, qu'elle soit du littoral ou en station de ski, sans travailler avec le monde du tourisme. Et inversement, c'est des mondes qui doivent absolument travailler ensemble. Et tout se passe très bien quand on arrive à le faire. On a, comme beaucoup, été confronté assez tôt à la requalification de l'immobilier de loisirs et de la problématique des lits froids, puisqu'on a diligenté des études sur ce sujet il y a déjà plusieurs années, où on nous avait déjà laissé penser qu'il fallait maîtriser d'abord les centres de vacances, puisque c'était vraiment une priorité à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, puisque le département de la Savoie va écrire, le département en tant que département, va écrire à toutes les communes de Savoie pour leur demander d'être attentives à la destination et au devenir de leur centre de vacances. Donc ça va être fait dans le mois de novembre. La Savoie a plus de 130 centres de vacances. C'est le ratio centre de vacances le plus élevé sur le territoire national par habitant. Et pour intervenir sur ces centres de vacances, par exemple, soit par promotion, soit par la recherche d'apporteurs de projets, pour éviter effectivement que la destination puisse évoluer dans le mauvais sens. On a également travaillé sur des logements saisonniers, puisqu'on a
des stations qui nous ont demandé d'acheter des logements pour destination des saisonniers, qui avaient de grosses difficultés, par exemple à Val Thorens ou les Menuires-Routines, qui sont des stations assez chères, on va dire, qui avaient de grosses difficultés à se loger. Donc, on a participé avec l'aide de la région à mobiliser des fonds pour acquérir ces logements qui seront destinés à des saisonniers. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, on a préempté et on a acheté des hôtels pour garantir et pérenniser la vocation hôtelière, parce qu'on avait encore beaucoup de porteurs de projets qui essayaient de maîtriser des hôtels pour les muter en logement, un logement périodique, voire en Airbnb. Et les documents d'urbanisme à l'époque n'étaient pas forcément tout à fait adaptés. Il a fallu travailler sur ces documents d'urbanisme pour pouvoir assurer la garantie de ces logements. Il y a quelques petits sujets qu'il faudra quand même que l'on travaille ensemble, je crois. C'est la problématique des friches en station, puisqu'on a aujourd'hui des hôtels qui sont en déshérence, puisqu'ils n'ont plus, et des centres de vacances, hein, puisqu'on en a déjà. Et donc, on se retrouve avec des friches en plein milieu de stations ou en plein milieu de zones touristiques qui engendrent une vraie perte d'attractivité pour le lieu, pour la collectivité. Ça, c'est un vrai problème. On a un certain nombre de difficultés sur le prix, puisqu'on parlait de la fiscalité qui était dédiée sur les stations. On a des vraies difficultés à appréhender un marché qui peut se réorienter vers d'autres personnes que des porteurs de projets qui n'étaient pas forcément ceux que l'on attendait. Je pense par exemple au Club Med qui essaye d'ouvrir un Club Med par an en Savoie. Donc, vous voyez, avec les conséquences que ça peut avoir sur le foncier, voire du foncier agricole, hein, puisqu'on est sur des emprises foncières qui sont importantes. Donc voilà, on a des gros sujets devant nous. Je pense aussi à la valorisation du patrimoine et la préservation du patrimoine, puisque ça rentre aussi dans nos sujets. On a été amené à préempter un moulin vraiment magnifique, avec une valeur patrimoniale qui était tout équipée et qui a apporté qui a généré vraiment une vraie attractivité touristique sur la commune. Donc, je pense vraiment que et j'espère que ce webinaire, ce réseau nous amènera à travailler encore plus ensemble, parce que je pense que l'un et l'autre, nous avons besoin dans le monde du tourisme et le monde de l'intervention foncière l'un de l'autre. Et en tout cas, je ne crois pas que le foncier, tout au moins, puisse avoir une intervention et une idée foncière sans avoir entendu toute la partie, toute la difficulté du monde du tourisme en particulier aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire rapidement. Très bien. Merci Philippe pour ces mots de conclusion. J'espère que ce webinaire aura répondu aux différentes interrogations. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous et puis de passer une bonne fin de soirée, en espérant que le prochain séminaire du réseau des opérateurs fonciers sera plutôt en présentiel que sous cette modalité qui effectivement n'était pas forcément la plus simple à gérer. Voilà. Une bonne soirée à toutes et à tous, et encore félicitations pour cette organisation, et à très bientôt. Au revoir.